Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'économie sociale et solidaire et d'une manière générale, la marche du monde. Nous sommes en Côte d'Or, dans le petit village d'Aigné-le-Duc, chez et avec le présentateur de l'émission culte Carnet de campagne, diffusée sur France Inter du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45, et dont le dernier livre, Manifeste pour demain, est paru cette année aux éditions Libres et Solidaires. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Philippe Bertrand, bonjour. Bonjour Eric. Philippe Bertrand, merci de nous recevoir chez vous, ici à Aigné-le-Duc, un petit village de Côte d'Or. L'émission culte que vous présentez quotidiennement et qui est écoutée par 1,3 million d'auditeurs. Pour les rares qui ne la connaîtraient pas ou pas encore, la page Carnet de campagne sur franceinter.fr nous dit le rendez-vous des solutions d'avenir à toutes les questions de vie, de consommation, de formation, de santé, de production, de culture ou d'habitat. Expliquez-nous Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Alors je vais vous l'expliquer point par point, mais rapidement, de façon très claire. Vous perdez du temps là. Ouais, je sais. C'est né il y a 12 ans d'une proposition de France Inter de faire une émission d'1 quart d'heure sur les régions. Il n'y avait pas de contenu. J'ai hésité, mais alors, j'ai proposé un contenu puisque je suis attaché à ma terre. Je me sens très rural. Je dis, moi ça m'intéresse de mettre en valeur des événements, des acteurs locaux. Et je suis parti sur cette idée, mais bon, j'ai quand même étayé un tout petit peu. J'ai fait un conducteur, comme on dit, un peu plus précis. Et puis, comme j'avais aucune munition, j'ai proposé aux auditeurs de dénoncer les voisins qui en valaient le détour. Voilà. Et c'est né comme ça. Parce que, je citais tout à l'heure Aigné-le-Duc, où nous sommes en Côte d'Or, vous êtes natif pratiquement... de Dijon. Je suis né à Dijon, mais j'ai vécu toute mon enfance ici. De 0 à... après, je suis allé en fac à Dijon, mais je revenais régulièrement ici. Mes parents étaient encore là. Et je suis attaché à ce village, oui. D'abord, c'est le plus beau village que je connaisse. En plus, ça, c'est vrai. Alors, je fais de la pub pour mon village. Et donc, l'émission est née d'un appel aux auditeurs qui s'est soldé à la fin de la première année par 6 ou 7 000 mails, puisqu'on a surtout des courriers électroniques, pour ceux qui n'aiment pas mail. Et au lieu d'avoir des choses accessoires, anecdotiques de fêtes de cornichons et de loto pour gagner le téléviseur à écran plat, j'ai eu que des propositions d'emploi, des créations d'emplois, des coopératives, des associations, des réseaux culturels. Et j'étais le premier à découvrir une vraie puissance de réactivité d'une population citoyenne, civile, etc. Vous étiez déjà à ce moment-là, Philippe Bertrand, au fait de l'économie sociale et solidaire ? Pas vraiment. C'était pas plus mal. Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est pas très clair. D'abord, la formule a été un peu dévoyée, parce qu'il y a de l'entrepreneuriat social qui n'est pas forcément solidaire, il y a du solidaire qui n'est pas nécessairement solidaire non plus, que ce n'est pas toujours bien présenté, bien expliqué, il y a des confusions, et puis il y a des entreprises de l'économie conventionnelle, traditionnelle, qui épousent autant les règles que certaines entreprises de l'ESS. On va y revenir quand on parlera de votre dernier livre, Manifeste pour demain, Philippe Bertrand. On va revenir bien sûr à Carnet de campagne. Donc beaucoup de... Finalement, ce sont les auditeurs qui vous ont pratiquement inspiré le concept de Carnet de campagne. Ah, mais ils ne me l'ont pas inspiré, ceux qui font le contenu. Sans les auditeurs, je ne fais rien. Qu'est-ce que je vais raconter ? Je parle du concept, simplement du concept. Le concept, c'est de dire... oui, on va valoriser ce qui se fait, mais pas uniquement à la campagne, parce que le problème des quartiers de ville est souvent celui que l'on vit dans un milieu rural. Simplement, Carnet de campagne, c'était un clin d'œil, c'était en 2006, c'était avant la campagne présidentielle de 2007. Ségolène Royal avait avancé la démocratie participative, nouveau concept, et je me suis dit, tiens, moi en parallèle, je vais faire la dénonciation positive. Et j'ai appelé ça Carnet de campagne, parce que je trouve que le terme est utilisé à chaque fois en politique. C'est une manière de mettre de la confusion et de dire, nous, on va vraiment faire un carnet de campagne, c'est-à-dire on va battre les campagnes. Et Carnet de campagne est né il y a 12 ans. Ouais.
qui sont je sais pas comment vous les appelez, des invités, des témoins, Oui. les animateurs de territoire. Qui sont-ils aujourd'hui qui passent et que vous décidez de passer dans le carnet de campagne, Philippe Bertrand, et sur quelle base vous faites votre choix? Parce que j'imagine que vous avez probablement plus de candidats Oui. qui seraient heureux de passer à l'antenne Oui. et à votre micro, ou en tout cas au téléphone, puisque c'est là aussi la démarche, par rapport au créneau disponible. Bah, si vous voulez, l'émission est née, à mon avis, à une époque où la société était en train de changer localement. C'est toujours du local. Hein. Elle était en train de changer localement. Au départ, c'était effectivement, je crée mon association. Alors pourquoi celle-ci et pas une autre? Parce qu'elle nous semblait plus pertinente, mais ça sera toujours un jugement subjectif. Mais il fallait bien faire un choix. Les choses se sont affinées. Et nous-mêmes, on les a affinées pour éviter de répéter. Mais surtout, elles se sont affinées ou précisées et multipliées d'elles-mêmes. Par exemple, sur la base du numérique, les Fab Labs, les tiers-lieux, les espaces de travail partagé, de coworking. Il y en a de plus en plus, sauf que sur 50 courriers par jour, vous avez quasiment 10 Fab Labs ou 10 tiers-lieux. Vous ne pouvez pas valoriser les 10 en même temps, ça n'a pas de sens. Donc il faut faire bien un choix qui se veut exemplaire ou représentatif des autres. Alors, carnet de campagne fonctionne sur la base de cafeteurs. Oui. C'est quoi les cafeteurs, Philippe Bertrand? Les cafeteurs sont les auditeurs qui se dénoncent ou dénoncent, ou dénoncent le voisin. Alors, ils se dénoncent entre eux, mais certains s'auto-dénoncent. Non, au départ, je faisais la dénonciation. Il y a des auditeurs qui m'ont reproché que c'était scandaleux que le service public utilise le terme de dénonciation, qui était propre à une période sombre de l'histoire. Mais j'ai dit, celle-ci est positive. Alors, pour réduire le fracas, j'ai dit gentiment, on va faire comme à l'école, on va dire, ce sont les cafeteurs. Moi, je les appelle les correspondants, les témoins, les acteurs. Enfin voilà, il y a plein de termes. Et alors, autre particularité de l'émission Carnet de campagne, Philippe Bertrand, c'est qu'elle tourne région par région. Département par département. Voire même département par département. Ouais, parce qu'on suit le jeu des 1000 € qui est enregistré au préalable. Et l'idée, c'est de couvrir le département qui est concerné par la diffusion du jeu. Est-ce qu'il y a des départements plus ou moins dynamiques par rapport à l'esprit Carnet de campagne? Ouais, comme dirait Michel Onfray, il y a même si c'est schématique, une France jacobine, une France girondine. Alors, la France jacobine, ça s'arrête au périphérique parisien? Non. Non, c'est, vous coupez la carte en deux. L'Ouest, c'est une généralité. L'Ouest est plus jacobin, plus girondin, pardon, décidément. Et l'Est est beaucoup plus jacobin. Oui, je confirme qu'il y a de fortes différences. Ouais. C'est-à-dire qu'entre ce qui se passe en Bretagne et ce qui se passe en Lorraine, Champagne-Ardenne, ou en Alsace, maintenant, dans le Grand Est, c'est bien différent. J'apporte des nuances, parce que là, je vais dire encore une bêtise. L'Alsace est un peu à part. Je vous le fais pas dire. Dans le bon comme dans le mauvais sens. On va garder surtout le bon. Est-ce que vous avez une idée de votre auditoire, Philippe Bertrand? Est-ce que ce sont des gens qui, alors évidemment ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sont déjà convaincus par le propos des invités que vous recevez dans le carnet de campagne, ou est-ce qu'il y a des gens qui découvrent, grâce à votre émission, l'économie sociale et solidaire, et d'une façon plus générale, les initiatives dans les départements? Alors je vais dire les deux, mais en priorité, c'est des personnes qui, à l'origine, sont plutôt impliquées. On a des sondages, hein, même si on est au service public, on a un sondage trimestriel avec les chiffres d'audience. Et on peut voir les profils d'auditeurs, on les voit évoluer. Majoritairement, ce sont plutôt des personnes retraitées ou des inactifs, des CSP+, comme on dit dans notre jargon, donc des personnes qui ont un cursus d'études supérieures et culture un peu supérieure, ce qui veut rien dire, mais bon, ça fait partie des catégories. La modification au fur et à mesure, c'est que d'abord, il y a autant d'urbains que du ruraux, et il y a de plus en plus de jeunes. J'allais dire, parce que les initiatives, quand même, sont souvent portées... On écoute Carnet de campagne, bien sûr, j'allais dire comme tout le monde, beaucoup de témoignages de jeunes qui créent leurs entreprises, qui lancent des initiatives. Oui. C'est un phénomène assez récent, à savoir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont suivi des études supérieures, qui ont travaillé en entreprise, pour certains, et qui ont fait l'expérience de l'impasse que représentaient ces mondes-là, où on est dans une hiérarchie verticale, il y a un plan de carrière, et c'est des personnes qui veulent donner du sens à leur vie et à leur travail. Et de plus en plus, des jeunes s'impliquent dans une région ou reviennent dans leur région
pour asseoir une activité. Et il y en a de plus en plus, effectivement. C'est un peu votre cas, on en reparlera. Ouais. Philippe Bertrand, vous êtes déjà fait piéger dans le carnet de campagne? C'est-à-dire? On vous annonce un sujet et puis en fait, c'est pas ça du tout. Non. Non, c'est pas un piège. L'erreur, c'est de tomber parfois sur des personnes qui sont des commerciaux. J'ai eu une personne récemment qui a fait une plateforme de diffusion de produits alimentaires partout en France. Je crois qu'elle est dans les Landes, si mon souvenir est bon. Et puis je l'interrogeais et à un moment donné, elle fait son laïus et puis je l'interromps. Elle me dit non, laissez-moi terminer. Je dis non, attendez, ça va pas. Et en fait, elle était en train de me vendre son commerce. Je dis mais c'est pas ça l'esprit. Philippe Bertrand, on est ici chez vous à Aigné-le-Duc, oui, en Côte d'Or. Votre dernier livre, Manifeste pour demain, est paru cette année aux éditions Libres et Solidaires. On va en parler, mais d'abord, j'aimerais que vous nous fassiez visiter votre jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la. Un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée, et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères, qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Nous sommes toujours avec Philippe Bertrand, présentateur de l'émission Carnet de campagne, diffusée sur France Inter du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45. Et nous sommes aussi chez lui, dans le petit village d'Aigné-le-Duc, en Côte d'Or, quelque part sur le territoire du futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. Votre dernier livre, Manifeste pour demain, sous-titré L'économie sociale et solidaire, une voie pour l'avenir, est paru cette année aux éditions Libres et Solidaires. Et dans le dernier paragraphe de la 4e de couverture du livre que j'ai là sous les yeux, il est dit: issu de 11 années de l'émission quotidienne Carnet de campagne sur France Inter, cet ouvrage n'est pas un catalogue de bonnes intentions. Il nous révèle des expériences concrètes et vécues qui sont autant de pistes pour élaborer la société de demain. Il y a peu du vouloir au pouvoir. Oui, je suis d'accord. Pourquoi le choix de ce titre, Manifeste pour demain, Philippe Bertrand? J'avais trouvé un titre alambiqué qui aurait fait déjà toute la couverture, qui était quelque chose comme, je me souviens plus exactement d'ailleurs, le changement a déjà bien commencé. Oui, c'était en référence bien sûr au slogan de campagne de François Hollande. Exactement. Et puis il y a eu le film Demain, alors je vois que tout le monde mais au départ je voulais Demain, et puis en fait je l'ai écrit avant que le film prenne son essor,
Et puis je l'ai gardé dans cet esprit-là, sauf que maintenant il y a beaucoup de choses qui s'intitulent Demain, mais je ne suis pas en compétition, donc la concurrence ne me gêne pas. Mais un manifeste, oui, un manifeste, ça veut dire qu'il y a une revendication et il y a des coups de colère. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de courber les chines en disant, ou alors de se satisfaire de petites transmissions d'idées locales en disant c'est bien sympathique, ce que considèrent certaines personnes et certains journalistes, sans comprendre la force que représentent toutes les alternatives économiques, sociales et culturelles. 10% du salariat français, Ouais, 10% du PIB dans le monde. Oui, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. On le répète, on dit 2 300 000 salariés. En fait, c'est 1 800 000 en équivalent temps plein, pour que les choses soient bien claires. Ça fait un peu moins, mais c'est déjà beaucoup. Mais de marteler ça, ça ne fait rien changer. L'idée, c'est soit vous choisissez votre vie en considérant que vous êtes insatisfait, mais que c'est une fatalité et que vous n'aurez jamais mieux, soit vous considérez que vous méritez mieux, mais c'est peut-être à vous de prendre les choses en main. En même temps, est-ce que l'économie sociale et solidaire, Philippe Bertrand, n'est pas destinée à rester précisément marginale ? Non, parce qu'on a des exemples d'entreprises du secteur ESS qui, ici, pour être chauvin, né à Chenauve, c'est une entreprise d'insertion qui s'appelle le Groupe ID, c'est 4000 salariés en insertion. C'est pas le petit, c'est pas non plus de dire ce qui est né petit peut devenir très grand. C'est pas le but. C'est pas le but, et puis ça veut rien dire, parce que tout de suite on entre dans un esprit de compétition, on veut faire mieux que les plus grands. En revanche, que des idées émanent de petits collectifs ou de plus gros collectifs apportant des solutions, par exemple donc l'inclusion sociale et professionnelle par l'insertion, par toutes les structures d'insertion par l'activité économique, les initiatives culturelles qui prennent une forme par endroit. L'association, on utilise souvent ça comme exemple, des vieilles charrues. C'était une poignée de personnes en disant « Ah, on va libérer un champ cet été, et puis on va monter une scène, et puis on va inviter des artistes. » Aujourd'hui, ils ne savent plus où mettre le public. C'est né simplement d'une petite collectivité. Il n'y a pas eu de business plan et de plan marketing. Non. Et on peut le faire, pourquoi pas, mais c'est faire fausse route. En revanche, pour répondre plus précisément à la question, il ne faut pas se leurrer. Ça s'appelle économie. Ce n'est pas gratuit. Le bénévolat, c'est payant. C'est-à-dire que le bénévolat, le calcul qui a été fait, c'est très simple. On donne 1 euro à un bénévole, il va produire en équivalent de temps de travail pris en charge bénévolement, un équivalent de 3 à 5 euros. Oui, sauf qu'il n'en vit pas. Oui, mais un bénévole, il n'est pas là pour en vivre. Mais il vit de quoi ? Il est retraité ou il fait ça parallèlement à son travail. Non, si on est dans cette optique-là, on va faire du Vauquier. Vous êtes au chômage, au lieu de rester à rien foutre, allez donc donner un coup de main à une association. Et ça, c'est puant. Non, mais un bénévole, on ne va pas dire « Ah ouais, il n'a rien ». Y a des gens qui sont salariés d'associations qui n'ont pas grand-chose. C'est là où c'est beaucoup plus délicat. C'est des personnes qui sont en contrat de travail, des contrats précaires, des contrats aidés parfois, dans une situation précaire. C'est eux qui le font conforter. Ils font un véritable travail avec quand même une part de salariat. Le bénévolat, effectivement. Mais le bénévolat sont des personnes volontaires. Il y a de plus en plus, il y a une armée de volontaires partout, et y compris en France, et nombreuses. Il y a 14 millions de bénévoles. Sont des personnes qui ont décidé de donner un peu de leur temps. Voilà. Mais on ne va pas dire il faudrait les salariés ou les conforter, les dédommager sur des déplacements, des choses comme ça. Ça, normalement, c'est pris en charge. Mais on sacrifie le bénévolat si on tient ce discours-là. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Oui, je m'en doute. L'idée, c'est... Quoique. On est en train... Non, mais on en est très loin quand même, Philippe Bertrand, parce que l'idée que je voulais développer, c'est une économie alternative, vous le disiez vous-même, est une économie, et que le bénévolat n'est pas un modèle économique en soi. Bien sûr, c'est un apport économique considérable, mais pour pouvoir donner de son temps, il faut en avoir à disposition. C'est dans ce sens-là, mon propos.
Il y a des personnes qui disposent ou qui offrent une partie de leur temps, mais elles représentent un pouvoir économique. Ça, c'est absolument certain. Mais quand même une petite précision à propos de l'économie. Il y a une économie capitalistique, enfin, j'aime pas ça, une économie d'argent, une économie d'actionnariat, qui est dans une perspective lucrative. C'est de la lucrativité. Une économie sociale et solidaire, elle doit être malgré tout rentable, même pour une association. Vous retirez les subventions, vous retirez les aides à une association, elle n'est plus rentable. Elle ne peut même plus prendre en charge ses bénévoles. Donc c'est simplement une rentabilité contre une lucrativité. C'est la grande différence. On est bien d'accord. Philippe Bertrand est la voix bienveillante d'une France qui tourne le dos à la bourse, mais qui pourtant fait la France. Et présente la bourse. Et je signale, présente la bourse. Parce que c'est un extrait du propos de Michel Onfray qui a préfacé votre livre. C'est plutôt un beau compliment, ça, non? Puis moi, j'aime beaucoup l'idée que Philippe Bertrand, c'est une voix qui a de la gueule. Oui, il est gentil, mais de toute façon, certaines personnes ne l'aiment pas, et on a le droit de ne pas aimer ses idées. C'est un doux, pour pas mal le connaître. C'est une personne profondément humaine, indépendamment des plateaux télé où il peut devenir agaçant pour certaines personnes. C'est quelqu'un de très doux dans la vie. Et moi, je trouve ça sympathique. Mais ça me va très bien parce que a de la gueule, parce qu'il y a une prise de pouvoir, on va dire, par l'intermédiaire de la parole et du micro, qui a envie de gueuler par moment. Il est obligé de rester sous sa réserve, mais qui n'est pas dans la gamme des théoriciens, des donneurs de leçons, et ça me va complètement. J'ai de la gueule, parce que j'ai la gueule du pays. C'est un beau pays en plus. Philippe Bertrand, est-ce que le fait d'écrire un livre, Manifeste pour demain, est-ce que ce n'est pas aussi une manière finalement pour un présentateur dont le métier est de valoriser ses invités, précisément pour une fois de prendre la parole et de pouvoir dire ce qu'il ne peut pas dire au micro, puisque par définition le micro est là pour valoriser ses invités? C'est en partie vrai, et en partie entre autres par rapport à ce qu'on disait sur l'économie sociale et solidaire. Je ne peux pas dire en antenne elle est moribonde, parce que par moments elle est un peu moribonde. C'est-à-dire qu'elle est très mal représentée, il y a une hiérarchie aussi, il y a une tête de pont à Paris, avec des personnes qui font leur boulot, mais qui ne connaissent pas toujours ce qui se passe sur le terrain. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. On tombe sur le même schéma. Ça, c'est quelque chose qui m'agace un tout petit peu, mais qui me fait dire en même temps, on n'a pas besoin de ces gens-là. De la même manière qu'on n'a pas besoin d'une décision nationale ou d'une nouvelle législation pour dire, on va faire chez nous. Donc, laissons faire les personnes. Laissons le local, non pas dormir sur ses lauriers ou dormir dans sa situation famélique, mais de lui permettre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais personne ne le lui interdit. C'est pas une interdiction, c'est de favoriser et d'aider. Y a beaucoup plus d'autocensure que de censure. Alors, on oublie l'autocensure, mais la censure, c'est de dire non, moi je refuse de vous céder un local pour vos activités. Non, vous n'aurez aucune subvention. Non, vous n'entrez pas dans la mesure des acteurs économiques de notre communauté de communes. Non, votre parole est trop politisée. Non, on ne voit pas l'impact économique de votre activité, qui n'est pas assez forte pour qu'on en prenne acte. Justement, Philippe Bertrand, vous n'avez jamais eu de période de découragement, vous qui donnez précisément, c'est votre métier, la parole à travers l'émission Carnet de campagne, et puis on invitera bien sûr à lire Manifeste pour demain, paru aux éditions Libres et Solidaires. Je ramasse la feuille d'Éric, non, parce qu'il faut l'écrire à la radio. Il n'y a jamais eu de période de découragement? Non, parce que j'aurais été découragé, j'aurais été atteint par la lassitude et j'aurais arrêté de faire cet exercice-là. Et élever des chèvres et cultiver des légumes? La chèvre, je la connais pas bien. Mais la culture de légumes, pourquoi pas? Si, sérieusement. Non, je me dis, si je gagne au loto, je suis comme les doux rêveurs, grand public, j'achète un hectare ici et j'emploie des jeunes que je forme au maraîchage bio et voilà, et on crée un réseau de diffusion du légume bio.
de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Carnet de campagne, vous connaissez forcément, présenté par Philippe Bertrand sur France Inter. C'est du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45 et nous sommes aujourd'hui chez lui à Aigné-le-Duc en Côte d'Or, notamment à l'occasion de la parution de son dernier livre Manifeste pour demain aux éditions Libres et Solidaires. Alors on a dit que c'était pas un catalogue, Philippe Bertrand, en même temps c'est quand même une revue de nombreuses expériences, initiatives qui sont lancées un peu partout sur le territoire. Vous avez reçu en 12 ans ou réalisé en tout cas plus de 8000 entretiens. Il y a de l'humour dans ce livre, ne serait-ce que dans les titres au hasard, collaboratif, participatif, coopératif et leurs enfants. Un autre, quand le politique s'en mêle et s'en mêle. Il y a évidemment beaucoup d'exemples, on ne va pas pouvoir tous les citer. Allez, 3 d'entre eux sur lesquels ils vous ont marqué particulièrement. Il y en a un récent, parce que je l'ai invité à un forum que j'organise dans mon village, dans l'idée de présenter des actions concrétisées, des projets concrets face à la population, aux élus. C'est quelqu'un qui est originaire de Nîmes, qui a fait différents boulots, et qui avait envie de se lancer dans la culture du chanvre, mais pas se lancer comme ça, hein. Sauf que dans son département, c'est pas l'idéal pour cultiver le chanvre. Il a trouvé une entreprise abandonnée au nord de la Côte d'Or, limite Yonne, enfin dans le Tonnerrois, qui est une ancienne usine Lafarge. Il a racheté un bâtiment avec des aides financières et un crédit, un bon crédit. Et il a créé un process qu'il a déposé dans 140 pays. Mais il n'est pas riche, hein. Dans 140 pays. Et le process, c'est de travailler de la fibre de chanvre et sous pression d'eau, d'en faire un tapis qui est utilisation en protection des cultures horticoles et maraîchères. Il a créé 8 emplois. Il s'est installé là.
Il y a 30 hectares de chanvre qui ont été semés autour de son entreprise. Il fait travailler aussi un monde agricole qui vend son chanvre partout sauf ici. Donc il a créé un réseau économique local, de production locale, avec un process qui maintenant est acheté par des particuliers, des professionnels et même des communes. Il y a une commune qui fait ses tapis végétaux à base de ce processus-là. Ça s'appelle GéoChanvre et c'est quelqu'un qui a tout compris. Il dit je suis solidaire des personnes qui recherchent un emploi, je peux les former, je suis dans la proximité. Et c'est même plus un made in France, c'est vraiment un savoir-faire local sur la base de ce qui vous concerne. La région Grand Est, c'est la première région productrice de chanvre d'Europe, ce qu'on dit assez peu. Et puis troisièmement, il est écologiquement très compatible. Donc il a ce monsieur qui est génial, qui s'appelle Frédéric Roure, a tout compris de la démarche qu'on pouvait avoir. 8 salariés, c'est rien. Dans un pays où on n'a pas d'emploi, ou très peu, On délocalise dès qu'on a quelque chose à faire. Créer déjà 8, il en fera plus. Mais lui-même dit, j'ai pas envie de m'étendre et de devenir une sorte de multinationale, ça ne m'intéresse pas. Je suis un petit patron avec une idée que je défends jusqu'au bout, point barre. Allez, deuxième exemple. Deuxième exemple, on va travailler plus gros. Par rapport à la question obsessionnelle des gens de l'ESS et des autres, qui disent, il faut qu'on sorte de notre fossé, et qu'on change d'échelle. Et je fais un titre en disant changer d'échelle, pourquoi cette obsession ? Profitons de l'escabeau qu'on a, c'est déjà bien suffisant. Alors le changement d'échelle, il peut intervenir sans avoir cette version grandiose en ligne de mire au lancement de l'activité. C'est Christophe Chevalier qui a remis en marche la chaussure à Romans sur Isère. La pompe était à bout de souffle. Concurrence, pas italienne, mais concurrence asiatique. Il a retrouvé 13 salariés qui connaissaient bien les machines. Il les a remis en route. La chaussure a redémarré. En parallèle, il a installé à côté une entreprise d'insertion. À côté, il y a un lieu de formation. À côté, il y a une entreprise de production de biens diverses. Il y a du circuit court, il y a du recyclage, il y a de l'insertion, il y a de la formation, il y a le renouveau de la production locale. C'est devenu le premier pôle créé en France, dit PTCE, le pôle territorial de coopération économique. C'est 2000 salariés aujourd'hui. Là où il y a 10 ans, il n'y avait plus un emploi. À Romans-sur-Isère, 2000 salariés. Alors, petite anecdote quand même, les PTCE ont reçu via la belle loi porté par Benoît Hamon, voté en 31 juillet 2014, la possibilité d'acter tous ces opérateurs. C'est la loi sur l'économie sociale et voilà, solidaire. ils vont entrer dans une gamme de reconnaissance juridique, etc. Les subventions aux associations vont être consolidées. On va aider le système coopératif. On va créer de nouvelles coopératives de production. Si on fait le compte, il n'y en a pas eu beaucoup. Et il y avait les PTCE. L'idée, c'était de donner 30 000 euros, d'aider ces pôles territoriaux de coopération économique, moyennant 30 000 euros par an sur 3 ans. D'un seul coup, ils se sont rendus compte que ça coûtait cher. Il y a un tracteur qui passe. Parce qu'ici, à Enelduc, c'est la campagne. Et finalement, aussi, il y en a eu une vingtaine. L'année suivante, il y en a eu une quinzaine, si mes souvenirs sont bons. L'année suivante, il n'y en a pas eu parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et ce que vous dites là, Philippe Bertrand, c'est quand même quelque part... ça donne le sentiment que nos élus ne suivent pas le mouvement. Il y a une force vitale, on l'entend tous les jours dans le carnet de campagne, il y a une force vitale du territoire, des actions locales, et on a le sentiment que, d'ailleurs vous le dites dans votre livre, les élus restent sourds. Ils restent sourds, ou en tout cas ils sont malentendants et un peu malvoyants, sans dire qu'ils manquent de leur enfin, ils ne sont pas des hommes de parole, ce qui est un peu faux, parce que c'est... j'ai pas envie de noircir le tableau, parce que c'est pas juste. C'est que vous êtes vite rattrapé par les affaires nationales, européennes et internationales, et on le voit. Et qu'au bout d'un moment, l'économie sociale et solidaire, qui porte mal son nom, j'insiste là-dessus,
devient une sorte d'argument gentil pour dire on fait du social. Mais le social, on va quand même le garder sur l'assiette, il ne faut pas que ça déborde. Et c'est une sorte de caution morale sympathique qui revient de temps en temps pour rassurer la population, disant si, on tient compte, on va vous aider. Mais ça ne va pas plus loin. Là, on lance un programme hashtag, il faut mettre hashtag, hein, sinon on n'est pas moderne, hashtag French Impact. Je suis un peu, ou beaucoup ironique, parce que j'ai entendu les discours qui étaient géniaux, franchement, géniaux. Quand j'entends quelqu'un que je respecte, Christophe Itier, le nouveau haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, dans le cadre d'une réunion à laquelle je participais, qui dit il y a l'économie ordinaire, qui est l'économie traditionnelle, à capitaux, et puis il y a une économie extraordinaire, qui est l'économie sociale et solidaire. Je dis, Christophe, chapeau. Hein. Ça, c'est un peu comme le bio. Hein. Il y a l'agriculture conventionnelle, la normale, et puis accessoirement la bio. Mais maintenant, on est dans un programme à nouveau de compétition. On va sélectionner certains qui vont entrer dans le cadre d'un label French Impact. Et finalement, les autres, c'est quoi? C'est comme... Justement, Philippe Bertrand, oui. Il reste 40 secondes pour un troisième exemple. Alors justement, soyez local. Alors, local... Attends, il faut que je réfléchisse parce que j'en avais un autre qui était... Alors, prenez celui que vous aviez réfléchi, que vous aviez déterminé. Le troisième auquel je pensais, il est un peu lié au groupe Archer parce qu'il c'est à Romans-sur-Isère, parce qu'il a son siège social là-bas. C'est un jeune qui s'appelle Thomas Hurier, qui s'est dit, il n'a pas une obsession du Made in France, qui est très à la mode, mais on ne peut pas dénigrer le concept, surtout lorsqu'il est concret et efficace. Il s'est dit, j'aimerais créer un jean à la française. Il s'appelle 1084 Born in France. 1084, c'est la pointe bretonne jusqu'à la pointe sud-est aux portes de Vintimille. Il dit, toute la production pour faire mon jean ne sortira pas de cette ligne-là. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau, oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi Louis, oh oui, chante, ça tient chaud. J'ai froid, oh moi qui suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge, sans prévenir repos, qu'on soit ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc. Philippe Bertrand, présentateur de l'émission Culte, carnet de campagne du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45. Vous réagissez quand je dis culte sur France Inter. Vous avez On dirait une émission porno.
Alors ça va arriver avec philo, parce que vous avez été prof de philo, Philippe Ouais. Bertrand. Oui. C'est pas extraordinaire, c'est pas un talent. Mais pourquoi prof de philo? C'était quoi là? Enfin, en tout cas, pourquoi les études de philo? C'était quoi l'objectif? Parce que j'étais amoureux de mon prof de philo. Et je dis de mon prof, c'était un mec. Mais ça aurait pu être une femme. J'ai découvert en terminale une discipline, parce que c'est pas une matière, c'est pas du mou, du rigide, mais une discipline qui m'intéressait parce qu'elle correspondait aux questions que peuvent se poser tout ado en crise. Je n'étais pas en crise existentielle, mais dans une phase d'interrogation existentielle. Et puis, pour satisfaire mes parents, il fallait faire des études supérieures. Ce que mon frère a tenté de faire, il a fait tout à fait autre chose, mais pas grave. Et puis, comme j'aimais la musique, ma mère elle m'a dit tu vas faire des études de philo, tu seras prof, et comme ça, pendant les vacances, tu pourras faire de la musique. Puis bon, allez, allons-y. Votre maman avait raison, parce qu'à travers la fenêtre, on voit plein d'instruments, batterie, piano. Ouais. Vous êtes musicien aussi. Oui, enfin un amateur qui aime. Mais ouais, j'adore taper sur mes fûts, j'adore jouer du piano, du synthé, j'adore pas sur les bambous. Je suis Philippe, mais pas la ville. Philippe Campagne. Et qu'est-ce qui vous a amené à la radio? Ce qui m'a amené à la radio, j'ai commencé. Des copains du village m'ont dit quand j'étais gamin, il y a un des copains qui avait un magnéto à bande, et un soir ils avaient accroché après une lampe le micro, et je me suis mis à faire une émission et à les interviewer, et je devais être Jacques Chancel. Et en fait, non, j'ai commencé parce que ça m'intéressait à faire des émissions bénévoles à Radio Dijon Campus. Et tout de suite, ça a pris, quoi. Ça me plaisait bien. Vous avez fait de la télé aussi? Oui, un peu, France 3 National. C'est une expérience intéressante, mais c'est un autre monde. Et déjà, il y a 15 ans, c'était sur des plateaux, tu devrais inviter une belle femme. Il faut que cette émission l'émission culte, l'émission porno, il faut qu'il y ait du féminin, qu'il y ait du sexe. Mais ça, vraiment. Je dis, mais ça va pas. C'est un débat. Ou alors des têtes d'affiches. Alors, on faisait du littéraire ou des débats. Il fallait Philippe Solers à tout prix. On a fait Philippe Solers, mais on ne va pas inviter tous les soirs Philippe Solers. Vous ne seriez pas présentateur radio aujourd'hui, carnet de campagne, vous feriez quoi? Mais c'est aussi une façon de vous inviter à nous dire votre prochain projet à Aignan-le-Duc, Philippe Bertrand. Alors, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime écrire. Le manifeste, c'est une manière d'écrire, mais ça ne me suffit pas. Et puis, de m'investir localement, et de conseiller, de m'activer, de faire de la relation publique, mais de créer aussi des emplois, et de créer le mien, si possible. Ce serait pas mal. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Philippe Bertrand, présentateur de l'émission Carnet de campagne sur France Inter, vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Les deux. Parce que quand vous râlez, il y a des choses que vous aimez. Je vais vous donner un exemple. Souvent, on me reproche, parce que vous faisiez référence à la préface de Michel Onfray par rapport à la bourse. Souvent, je crois que pas une semaine se passe sans que j'ai un courrier d'un auditeur qui me dit « Comment vous pouvez être aussi enthousiaste sur des initiatives locales et apparemment de vous réjouir de la montée du CAC 40 ?» Alors j'explique d'abord, c'est dans mes charges. Deuxièmement, si la bourse n'existait pas et si les grandes entreprises n'existaient pas, il n'y aurait pas de répondant réactif à cette grande économie par les alternatives économiques. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc, pas de là à vous en réjouir. Non, ce qui me réjouit, c'est... alors ça, c'est vraiment sincère, c'est que d'abord, il y a peut-être une fidélité, mais notre boulot, je vous le dis pour la suite, Eric, c'est que nul n'est irremplaçable. Et donc, j'ai bien compris le message. Nul n'est irremplaçable. Et la petite reconnaissance, qui est une satisfaction, évidemment, qu'on peut avoir à un moment donné. D'abord, c'est parce que je cherchais. J'ai fait le boulot que j'avais envie de faire. C'est génial. Et à l'endroit où je voulais le faire. J'ai un pot terrible. Je suis la dernière personne à me plaindre de quoi que ce soit. Même si je ne suis pas assez rémunéré. Non, ça, c'est une parenthèse. Ça, vous n'êtes pas le seul là. On a un point commun, Philippe Bertrand. Non, le coup de cœur, c'est que
personne ne triche. J'ai que des personnes, mais pas conviviales, c'est gentil, aimables, amoureuses de ce qu'elles font, en empathie avec les autres, en empathie avec un territoire, positive, courageuse, audacieuse. Utopiste un peu. Comment ? Utopiste un peu. Pas du tout. Ou alors si, dans le bon sens du terme, ce sont des utopies naissantes qui sont devenues des paradis concrets. Mais et je le vois, mais moi j'adore ça quand... faut savoir que j'ai une assistante, Joëlle Levert. Je lui propose la sélection de sujets. Elle prend, elle crée un dossier, elle fait un pré-entretien avec la personne. Et avant la diffusion, donc on enregistre ces personnes parce qu'on a 15 minutes, on a moins de temps que vous, on a 15 minutes et donc on est obligé de vraiment couper, enfin bien découper. Et j'ai les personnes 2 secondes, enfin 2 minutes avant l'enregistrement, bonjour, ça va ? Et j'entends, bonjour Philippe, qu'est-ce que je suis content de pouvoir parler de mon initiative. Et d'un seul coup, personne ne se trompe. On me dit, mais tu dois les briefer. Mais bon sang de bonsoir, je ne suis pas un berger. Elle parle spontanément. Il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a pas de fausses notes. Ça, c'est un vrai coup de cœur. Vous n'avez jamais eu envie, Philippe Bertrand, Chef d'orchestre, non. de donner plus de temps de parole, alors évidemment, c'est pas vous forcément qui décidez, mais en tout cas, de trouver un moyen, au-delà du blog aussi que vous avez créé, je ne sais pas... à travers des écrits, des films, je ne sais pas, en tout cas, donner plus de temps à ces gens-là que 15 minutes sur France Inter, ce qui est déjà considérable, 1,3 million d'auditeurs, mais quand même. Mieux vaut 5 minutes et être bien perçu par 1 million et quelques d'auditeurs en 5 minutes que de pérorer pendant 3 heures et d'être écouté par 3 personnes. Donc ça, c'est un principe. Nous, vu les moyens qu'on a, c'est à distance. On va essayer d'améliorer ça à la rentrée prochaine. Je ne sais pas comment, mais on va essayer d'avoir un autre dispositif technique. Plus de 5 minutes au téléphone, c'est lassant. C'est compliqué, oui. C'est un peu compliqué et ça devient pénible à écouter. Ça, c'était le coup de cœur. Oui, on peut dire que c'est un coup de cœur. Allez, coup de gueule. Le coup de gueule, c'est que politiquement, on va d'espoir en désespoir, de désespoir en désespérance, d'attente insatisfaite en frustration, et que je trouve que les choses ne s'améliorent pas. Et que c'est pas uniquement aujourd'hui, mais justement toute cette armée de bonne volonté, de salariés parfois précaires, de personnes qui inventent. Mais je me dis, mais ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ce que je dis dans le bouquin. Vous cherchez des solutions à l'habitat. Allez voir ce que fait Habitat Humanisme à Lyon avec le père Devers, avec Bernard Devers. Vous allez comprendre votre douleur. Allez voir ce que font les solidarités nouvelles contre le chômage. Allez voir ce que font les compagnons bâtisseurs. En fait, ce que vous proposez, Philippe Bertrand, c'est passer finalement de la verticalité à l'horizontalité. Ah oui, complètement. Et alors, c'est une très bonne remarque, parce que c'est justement ce que l'ESS n'arrive pas à faire. C'est-à-dire ? C'est bien son malheur. Mais parce qu'elle est encore rigidifiée par une nomenclature qui reste très verticale, comme la politique d'État à l'égard de la politique régionale. On a un souci, c'est pas un coup de gueule, mais c'est quand même quelque chose qui fait fracture aujourd'hui, que la gauche en fait, la gauche, d'une certaine manière, a fait parfois ce que la droite n'avait pas osé faire. Et par exemple, la réforme, la loi NOTRe, la réforme territoriale, c'était de dire on va limiter le millefeuille administratif. Ça, c'est un truc qui revient dans toutes les têtes. Mais le millefeuille administratif, c'est du papier, si on joue sur les mots. C'est pas les gens. On ne dit pas du 1000 administrateurs, c'est du millefeuille. Il y a trop de papier. Imaginez qu'un préfet de région reçoit 90 000 notices par an. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire, sinon allumer sa cheminée l'hiver. Et on a dit, on va limiter le coût. Ce n'est pas les petites collectivités qui coûtent. Vous parlez beaucoup avec vos mains, Philippe Bertrand. C'est ce qu'on entend sur la table qui résonne avec les tasses de café. Parce que j'ai une origine italienne, j'ai une petite racine italienne. Perché, non ? Et donc ce millefeuille, on a voulu le réduire en disant on va concentrer, on va fabriquer de grandes régions. Vous êtes bien placé pour le savoir.
Moi, je suis voisin de la Haute-Marne, qui faisait partie de la Champagne-Ardenne. Chaumont, qui est quand même une petite ville sympathique. Langres est une ville que j'aime beaucoup, mais encore plus petite, 11 000 habitants. Qu'est-ce que Langres va négocier avec l'Alsace et l'Eurométropole de Strasbourg? Est-ce que vous croyez que les Hauts-Marnais vont faire commerce avec le Bade-Württemberg? Non. Et on crée des métropoles. Et du coup, il y a des villes qui veulent être métropoles à l'intérieur des grandes régions. Ça, c'était un coup de gueule. Oui, et ça klaxonne, parce qu'il y a des personnes qui réagissent. Merci Philippe Bertrand. Merci Eric, au plaisir, revenez quand vous voulez. Comptez sur nous. Voilà pour ce reportage. Je rappelle que Philippe Bertrand est le présentateur de l'émission Carnet de campagne, diffusée sur France Inter du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45. Son dernier livre s'intitule Manifeste pour demain, sous-titré L'économie sociale et solidaire, une voie pour l'avenir, et paru cette année aux éditions Libres et Solidaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur franceinter.fr à l'émission Carnet de campagne et sur son blog carnet au pluriel de campagne.com. Cette émission a été enregistrée le 12 juillet 2018 chez Philippe Bertrand lorsqu'il n'est pas à Paris, dans le petit village d'Aigné-le-Duc, c'est en Côte d'Or, et dont nous reparlerons sans doute. Aigné-le-Duc est situé sur le territoire du futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, dont nous avons déjà parlé et dont nous reparlerons encore. Vous avez pu écouter dans l'ordre Il y avait un jardin par Georges Moustaki, paru sur l'album 33 tours éponyme sorti en 1971. On lâche rien par le groupe HK et les Saltimbanques, paru sur l'album Citoyens du Monde sorti en 2011. Et enfin Armstrong par Claude Nougaro, paru sur l'album 33 tours Bidonville sorti en 1966. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.